d'abord vu un personnage dire des choses à la télévision qui m'ont paru très, très saines, très, très intelligentes, bienvenues, qui ont été d'abord des idées qui m'ont touché. Ça a d'abord été des idées qui m'ont touché, puis ensuite j'ai appris le nom du personnage, puis après j'ai vu qui était ce personnage, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit. J'ai reçu on m'a offert son livre, je ne sais plus qui m'a offert ce livre, je pense que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé par courrier gentiment, et puis j'ai mis sur un autre livre, j'ai pas trouvé le temps de le lire, on m'a parlé de ce livre en m'en disant beaucoup de bien, donc on m'a fait savoir effectivement, donc j'en parle pas à oui dire, on ne devrait pas faire ça, mais j'en parle pas à oui dire parce qu'on m'a dit que c'était un livre remarquable qui démontait la collusion entre le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir médiatique, et qui effectivement faisait un travail comme Bourdieu a pu le faire en son temps, c'est-à-dire de démontage du système. Parce que de fait, je suis passé il y a peu de temps pour un complotiste auprès de je ne sais plus qui publiait un bouquin chez Grasset dont j'ai oublié le titre aussi, enfin simplement parce que j'avais fait savoir que les élections présidentielles avaient obéi effectivement à un plan. Ça me paraît évident qu'on n'est pas élu par hasard, donc tiens, là, je me présente, puis tiens, tout le monde va voter, puis tiens, au bout du compte, on fait le total, puis ah, tiens, au bout du compte, il y a quelqu'un qui est élu, ah bah tiens, finalement, c'est lui qui est le président de la République. Il faut être un peu sot de croire que ceux qui disent que tout ça est préparé et que ça n'est pas préparé avec de la morale et de la vertu, mais avec du cynisme et de l'argent, que tout ça, effectivement, c'est vieux comme le monde et que ça ne relève pas du complotisme. Et on m'a dit, allez voir, Juan Branco fait la démonstration de tout ce que vous dites sur ce terrain-là. Enfin, il dit la même chose que vous dites la même chose que lui, plutôt. Et effectivement, il le dit en donnant des noms de boîtes, de lobbies, ou etc. Donc, là encore, je redis un peu que je parle d'un livre que je n'ai pas lu, mais effectivement, pour ce que j'en sais, pour ce que j'ai entendu du personnage s'exprimant sur tel ou tel plateau de télévision, j'ai trouvé effectivement que c'était une pensée critique, un esprit bien fait, et puis une intelligence vive. Et on ne peut que se réjouir de voir apparaître sur le paysage intellectuel, ou dans le paysage intellectuel, un personnage comme lui. Vous êtes allé voter ou pas dimanche? Bien sûr que non. Il ne vote jamais. Pourquoi? Toujours Parce que ça sert à rien, vous avez bien vu. Macron avait dit j'en fais une affaire d'État. Vous n'êtes pas d'accord, mais j'ai pas encore fini ma phrase. J'ai dit on va faire une affaire d'État. Hein. Il faut absolument que je sois le premier. Il n'a pas été le premier, il était le deuxième. Il nous dit quelques heures après, ça changera rien du tout. On change pas le Premier ministre, on ne dissout rien du tout. On continue, c'est la même politique. De la même manière qu'en 2005, on a dit voter, et puis quand on vous a dit on veut pas du traité européen, on vous a dit vous l'aurez quand même en 2008. Enfin oui, c'est ça, en 2008. Oui, c'est 2007 on votait. Oui, après ça, regardez comment ça se passe avec le Brexit. Vous voulez sortir, mais finalement vous ne sortirez pas. Donc ça sert à rien. C'est-à-dire ça sert vraiment à rien de donner son expression, de dire on ne veut pas de cette politique. On vous dit vous l'aurez tout de même. Je pense que si on se place dans une perspective où le mandat de Macron pourrait ne pas s'achever, j'ai peur qu'il y ait un contretemps potentiel, ce soit le jeu électoral en fait, et en particulier les élections européennes. C'est une position qui est très souvent incomprise, notamment de la part d'une certaine gauche de la France insoumise, qui ne s'explique pas que j'appelle à une forme de désengagement par rapport à ce système électoral, au moins sur la question des élections européennes. Et j'y appelle pour une raison très simple, c'est que, enfin, pour toute une série de raisons, pardon, qui tiennent tout d'abord, évidemment, enfin, à des éléments factuels sur ce que sont ces élections, c'est-à-dire la possibilité de faire élire des personnes qui n'ont que très peu de pouvoir, qui n'auront même pas d'initiative législative, qui, en fait, ne constitueront qu'une sorte d'avant-garde de notables pour les partis qui réussiront à placer les leurs, afin de se préparer pour l'élection de 2022. Ça, c'est la première chose, et donc capter des ressources et ainsi de suite. La deuxième chose, c'est évidemment le contexte, qui fait qu'il me semble aberrant de jouer à une parodie ou à une élection, à une campagne en tout cas, à un moment où le climat social est si dégradé qu'on a été obligé de sortir l'armée il y a un mois pour colmater les défaillances de l'appareil policier, et où on a des personnes qui encore, tous les samedis, se trouvent blessées parce que il y a une confrontation directe entre une partie de la population et non pas le gouvernement, qui est incapable d'y répondre ou même d'avoir le courage d'entamer un dialogue avec cette partie de la population, mais avec l'appareil de police qui est instrumentalisé afin de faire barrage, politiquement parlant, à ce mouvement social. Et enfin parce que, tactiquement, étant donné que c'est une élection à un tour à la proportionnelle, En Marche ne s'effondrera jamais, parce que En Marche va faire, qui représente aujourd'hui le bloc bourgeois,
va faire un score qui va tourner autour des 20%, quoi qu'il arrive, qui correspond justement à ce bloc bourgeois au sein de l'électorat, qui est celui qui se mobilise le plus, électoralement parlant, parce que c'est celui qui arrive avec le plus de facilité de faire porter sur les listes à des positions éligibles les personnes qui seront à même de représenter ses intérêts, quelles que soient d'ailleurs les forces électorales, les forces partisanes en question. Et donc face à cette situation, la seule façon de montrer une opposition à Macron et à ce pouvoir, mais de façon plus générale d'être fidèle à ce mouvement qui s'est levé depuis le décès de novembre et qui demande qu'une chose, c'est un droit à la parole qui lui a été nié de façon extrêmement violente, on va en parler, c'est de se retirer. C'est de se retirer et de montrer qu'on n'est pas dupe et que sur cette élection-là, tous les chantages à l'élection qui nous feraient croire qu'une défaite, entre guillemets, contre Emmanuel Macron, qui lui ferait qu'il n'aurait que 20 députés au Parlement européen plutôt que 25, changerait quoi que ce soit à la politique de ce pays ou le fragiliserait d'une quelconque façon. Il est évident que Emmanuel Macron n'en a strictement rien à faire. Sinon, je suis désolé d'être un peu arrogant vis-à-vis d'elle, il n'aurait pas choisi Nathalie Loiseau comme tête de liste pour ces élections. Donc, dans un contexte où il s'agit de tenter de transformer la démocratie représentative qui est aujourd'hui existante en quelque chose qui permette aux citoyens non plus seulement d'avoir le droit, le privilège de choisir ceux qui parleront en leur nom, parce que c'est le seul droit que la démocratie aujourd'hui nous offre, ce qui montre en fait les limites du système dans lequel on est inscrit. Mais dans l'objectif de récupérer le droit à la parole par nous-mêmes, à travers des outils comme le référendum d'initiative citoyenne, le mandat révocatoire, le mandat impératif, il me semble évident que pousser le rejet de ce système électoral dans cette élection-là, où il n'y aura pas de conséquences pour qui que ce soit négatives, quel que soit le résultat, parce qu'on n'élit pas des députés à l'échelle nationale qui auront capacité à voter les budgets, qui feraient que des personnes les plus fragiles pourraient se voir exposées du fait de notre défection, puisqu'il s'agit simplement de refuser de montrer notre refus à une comédie et à une parodie. Bien, je pense que justement le choix de l'abstention et du vote blanc sont les plus évidents. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça en réaction à votre introduction ? C'est parce que j'ai bien peur que, et là c'est peut-être quelque chose qui va vous sembler contre-intuitif, qu'une défaite d'Emmanuel Macron, s'il y avait, ce qui n'arrivera pas, une participation massive qui renverse ses rapports de force, cette forme de défaite institutionnelle pourrait à terme renforcer son pouvoir et non pas et rompre en fait cette dynamique de rupture qu'on a réussi à mettre en œuvre depuis un peu plus d'1 an, qui vise véritablement à remettre en question les fondements de ce système, et pourrait paradoxalement le renforcer en le poussant à proposer des alternatives qui sont recherchées par certaines forces aujourd'hui, comme la dissolution par exemple, et qui lui permettraient de tenir tranquillement à l'Élysée le temps d'une nouvelle dynamique politique et de se représenter en 2022, de renouveler ce sort de duel fantasmatique avec Marine Le Pen, où l'on peine de plus en plus à distinguer qui est l'un et qui est l'autre, et ainsi derrière nous imposer en fait un étouffoir prolongé qui se ferait au détriment de l'ensemble des citoyens, à l'exception des quelques-uns qui, tout là-haut, profitent de la situation actuelle. Je suis convaincu que les personnes les plus éclairées, c'est celles qui ont parfaitement conscience qu'à cette élection, de toute façon, leur voix ne comptera pas. Elle ne produira qu'une chose, une sorte de petite bascule au sein de la course de petits chevaux qui permettra de déterminer à terme qui sera dans une meilleure mesure pour remporter les élections suivantes et ainsi de suite, et éventuellement en 2022 remettre en place un duel oligarchique, parce qu'on a bien conscience aujourd'hui que la seule alternative qui est en train de naître aujourd'hui d'ici 2022, c'est un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et que Marine Le Pen est en train de donner tous les gages au système oligarchique pour se laisser absorber et intégrer à ce système existant, se montrer comme capable de rétablir l'ordre, là où justement Emmanuel Macron avait mis en place une dialectique de l'ordre ou le chaos, dans lequel il était l'ordre et Marine Le Pen est le chaos. Et Marine Le Pen, qui a un sens politique supérieur probablement à celui d'Emmanuel Macron, malheureusement, va finir par le prendre au mot. Et au moment béni, pas maintenant, au moment où justement elle aura le plus d'impact, elle pourra dire « Écoutez, on vous a laissé voir, et vous voyez bien que le chaos, c'est vous et ce n'est pas moi. » Et dès le moment qu'elle établira ce renversement, eh ben on sera complètement désarmé. Enfin, le camp progressiste sera complètement désarmé. D'où l'importance pour moi de jouer la carte de la rue, de maintenir au maximum la pression de la rue, qui est celle qui a obtenu la seule aujourd'hui force politique qui a réussi à obtenir quoi que ce soit de ce pouvoir,
c'est la rue. Tout simplement pourquoi ? Parce que cette rue-là est la seule aujourd'hui en mesure de faire trembler ces individus. Non pas à travers un système qui de toute façon leur garantit une position sociale, mais à travers la possibilité d'un basculement du système qui fasse qu'ils puissent se retrouver du jour au lendemain sans rien, et que quelqu'un comme Édouard Philippe, qu'aucune force politique, demain, si elle arrive au pouvoir, ne voudrait mettre en prison, se retrouve en prison du fait des faits de corruption auxquels il a participé à travers l'affaire Uramine, par exemple. Et donc, établir ce rapport de force symbolique et politique bien plus important et puissant que toute opposition électorale qui, dans un système constant, encore aujourd'hui, sur les européennes, je précise, parce que, allez savoir, sur les municipales, quel type de rapport de force vous pouvez appliquer, ça n'a strictement rien à voir. Vous avez la capacité, en effet, aux européennes, de monter des listes qui auront des chances réelles de s'opposer à des listes institutionnelles, et par ailleurs d'avoir très rapidement, si vous faites élire, accès à des ressources qui pourront changer effectivement des choses pour les gens. Et c'est ça le propre du politique. Et donc là, appeler à l'abstention pour une élection comme les municipales, ce serait criminel. Ce serait en gros appeler à se faire retirer des moyens de pression sur le pouvoir et des moyens d'action directe qui permettraient à des personnes qui sont en grande difficulté d'avoir en gros un sursis, de permettre en fait de les raccrocher. Donc ça, évidemment, ce serait un geste que je me permettrai jamais. Sur les européennes, qui ne sont en fait qu'un système de délégation de souveraineté de deuxième niveau, dans lequel en gros vous avez un pouvoir extrêmement limité, voire inexistant, dans lesquels en plus de toute façon on va voter pourquoi ? Sur quelle base, sur quelle proposition électorale, sur quel débat électoral ou démocratique réel, à partir de quel... Vous voyez bien la confusion extrême qui, de la France insoumise au Front National, s'impose sur les propositions qui sont faites sur l'Europe. Aucun n'a clarifié sa position. Aucun n'a été capable d'énoncer une parole qui soit ferme et sincère, si ce n'est évidemment En Marche. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en fait dans une position d'avancée de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, sans grande difficulté. Et encore, et même eux, aujourd'hui, sont dans une grande difficulté parce que le projet européen qui était porté par Emmanuel Macron a été balayé d'un revers de main par Angela Merkel, et ils se retrouvent dans une position où ils n'arrivent plus à être en rapport de force suffisamment important pour imposer leurs idées au sein des institutions européennes. Et donc on va débattre. Si on arrive à débattre, et dans le cadre actuel, à mon avis, c'est un crime, c'est-à-dire que c'est une façon d'écraser la manifestation, enfin, la mobilisation sociale qui est en cours, à laquelle aucune réponse politique n'a été apportée. Et je pense qu'en tant que citoyen, on devrait exiger qu'une réponse politique soit d'abord apportée à cette mobilisation avant d'accepter de rejoindre à nouveau le jeu électoral. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup reproché à Jean-Luc Mélenchon, à qui j'ai dit, vous auriez dû tout simplement retirer vos listes en exigeant qu'il y ait une résolution de la crise sociale d'abord, avant d'éventuellement participer à nouveau à ce système-là. Parce qu'en ce faisant, vous auriez réellement, et non plus seulement discursivement et du coup politiciennement, appuyé ce mouvement-là, en essayant du coup de le récupérer, et vous auriez en plus, parce que vous avez une légitimité, une force importante, vous auriez eu en plus la possibilité de produire des effets. Et donc, par ricochet, d'en effet permettre aux personnes les plus fragiles et les plus précaires de notre société, qui depuis 5 mois s'exposent complètement seules face à la violence d'État, prennent le risque de perdre des bras, des mains, des yeux, de perdre leur vie potentiellement pour essayer de faire entendre leur voix, sans aucune protection, qu'elle soit partisane, syndicale ou autre, vous auriez réellement amené ces personnes-là non seulement à croire à votre sincérité, mais à obtenir quelque chose qui leur permette justement de sortir de l'ornière dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Donc, renier tout ça et vous dire... Croyez en l'existant, participez à une comédie électorale qui ne changera strictement rien, et à partir de là, apportez votre soutien à ce système, parce que chaque voix supplémentaire qui apparaîtra sur les listes, chaque voix supplémentaire qui fera descendre l'abstention, sera prise, qu'elle soit pour le Front National, l'UPR ou la France Insoumise ou En Marche, elle sera prise par le pouvoir existant comme la preuve que la démocratie fonctionne, que les personnes y croient encore, et que la seule façon légitime aujourd'hui de faire entendre sa voix, c'est justement par les urnes, et il y aura du coup un rouleau de propagande d'autant plus important qui s'appliquera pour dire, vous voyez, il faut passer par les urnes, et c'est par les urnes que l'on obtient des résultats. Or, évidemment, ce n'est pas ce qui va se passer, et donc je prends beaucoup de temps pour défendre cette position qui est évidemment très critiquée par mes anciens camarades de la France Insoumise, qui est très critiquée par toutes les personnes qui sont encore dans une forme d'adhésion à ce système. Je leur rappelle que s'ils lisent Crépuscule et s'ils le lisent sérieusement, ils comprendront qu'il est complètement illusoire de croire qu'en 2022, à système constant, on pourra renverser la logique oligarchique, on pourra sortir de ce système actuel, et que la seule façon de reconstruire une alternative, c'est en s'en défaisant, en s'en écartant et en essayant de construire des alternatives, que ce soit au niveau local ou national, à travers des mobilisations qui justement nous donnent les outils de notre émancipation.